Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du séminaire DiscoursNet, approche discursive en sciences sociales. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Marc Glady. Alors, nous accueillons aujourd'hui Thomas Angeletti, qui est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire IRISO, Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, et qui présente une intervention aujourd'hui autour du thème avec le titre suivant, l'économie comme une catégorie d'action publique, retour sur l'invention de l'économie française. Alors après un numéro qui avait été piloté par lui-même, Manon Imakili, entre autres, qui s'appelait En venir aux mots, qui était un numéro tracé, je vois Manon sourire, ça lui rappelle des souvenirs, j'imagine, qui était un numéro sur les controverses, les conflictualités, les débats autour du choix des mots et qui s'intéressait donc à toute la dynamique sociale, j'imagine. Enfin, pas que j'imagine, je le sais, autour de l'apparition d'un terme et de ses différentes interprétations, de ses différents sens, les tensions, disons, sociales autour des mots. Thomas nous présente aujourd'hui un travail qui a été publié d'ailleurs sous la forme d'un ouvrage qui s'appelle L'invention de l'économie française aux presses de Sciences Po, publié en 2023. Donc Thomas nous présente une réflexion sur la naissance et disons, l'imposition par un certain nombre d'acteurs, des économistes, la discipline économique, entre autres, de l'expression nominale, je dirais en termes linguistiques, euh, l'économie française, qui est devenue aujourd'hui une catégorie d'action publique. Alors, évidemment, il va nous expliquer, nous raconter comment cette expression qui apparaît aujourd'hui évidente, naturalisée, dit-il, est en réalité relativement récente, puisque son histoire montre qu'elle s'est formée au courant de l'entre-deux-guerres, puis de l'après-guerre. Elle, elle est liée à la libération, où elle se constitue véritablement et où elle est reconnue publiquement. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est une catégorie qui va de soi, et j'imagine qu'il va nous expliquer comment aujourd'hui euh, elle peut susciter des controverses, des débats, voire des inquiétudes, en tout cas comment elle oriente pragmatiquement l'action de l'État et l'action d'un certain nombre d'acteurs économiques euh, qui la promeuvent ou qui l'utilisent. Voilà, alors j'espère que je- j'ai été proche de ce que tu vas nous dire, Thomas, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'est une introduction dans laquelle je me reconnais entièrement et je reconnais tout à fait le geste de l'ouvrage. Mais merci tout d'abord pour l'invitation de présenter ce livre dans le cadre de ce séminaire et puis du coup aussi pour engager un dialogue avec plus une communauté de linguistes et donc je suis heureux de pouvoir voilà, avoir des retours. Sur ce travail-là disciplinaire que j'ai assez peu eu jusqu'à présent. Donc, je serai très heureux voilà, d'avoir vos questions et vos réactions. Donc, cet ouvrage, comme son titre l'indique, il porte sur l'invention de l'économie française. Qu'est-ce que j'entends par économie française, hein? J'entends cette idée, somme toute, assez commune d'une totalité nationale d'échanges économiques dont la présence nous est quotidiennement rappelée. Donc, économie française, on pourrait penser que c'est une catégorie un peu abstraite de prime abord, alors qu'en fait, il s'agit d'une catégorie extrêmement courante, connue, j'allais dire presque de toutes et de tous. Et donc, je vais tenter en préambule de vous en livrer quelques manifestations publiques pour en faire saisir l'importance et pour faire saillir aussi certaines de ses propriétés. Et donc, si on veut une preuve la teneur de l'économie française en tant qu'entité collective, on peut porter le regard sur la séquence historique du Covid. Au printemps 2020, un confinement est décidé en France dans une dynamique internationale pour enrayer la circulation du virus, et on assiste à un laps de temps très resserré, à un très fort ralentissement organisé de l'économie nationale.
si ce n'est même, pour de l'avis de certains, à sa mise à l'arrêt. Dans cette période, l'économie française était à la fois arrêtée, mise au second plan, mais en même temps, elle était extrêmement présente puisque toute l'attention était orientée vers la manière dont elle allait pouvoir être relancée. Et en regardant plus en détail certains des titres des journaux qui ont jalonné cette période, hein, on retrouve des images, somme toute, assez classiques de l'économie. Il s'agit de prendre le pouls de l'économie. Il s'agit aussi de déterminer la forme qu'elle pourrait recouvrir une fois la crise terminée. Il s'agit encore d'associer à sa reprise des lueurs d'optimisme, comme le titre notre article, quand d'autres se désespèrent plutôt de son effondrement à travers voilà, des indicateurs assez connus comme le produit intérieur brut. Autre point notable de cette période, c'est que des économistes interviennent auprès du chef de l'État pour prendre la mesure des directions à donner à l'économie française. Et si je m'arrête sur ces manifestations et interprétations publiques de l'économie française, ce n'est pas un hasard, hein, c'est parce que ce qui m'intéresse précisément ici, c'est sa formation en tant qu'entité publiquement reconnue. Cette séquence historique récente, elle agence les principaux éléments dont il est question dans ce livre. Premièrement, l'existence d'une économie nationale sur laquelle il est possible d'agir, qu'il est possible de soutenir, notamment, mais pas seulement, via l'action de l'État. Le fait ensuite que cette économie, elle soit dotée de sa logique propre, de sa dynamique, que l'économie dispose, autrement dit, d'une forme d'agentivité, avec cette idée, par exemple, de prendre le pouls de l'économie française, c'est-à-dire qu'on lui accorde un pouvoir d'agir. Le fait encore qu'elle ait une grandeur monétaire qui nous permet de suivre ses évolutions et ses fluctuations à travers notamment le produit intérieur brut, mais d'autres indicateurs permettent également d'approcher. Et puis, dernier élément assez important, c'est la place prépondérante des économistes et de leurs instruments et leurs dispositifs afin d'accéder à cette économie qui ne se donne peu à voir en quelque sorte en tant que telle. Les économistes sont là pour se faire les porte-paroles de l'économie et donc ils occupent une place assez centrale. Donc cette séquence historique, elle révèle donc combien l'économie française constitue une catégorie très présente dans notre imaginaire politique commun. Je ne sous-entends pas là qu'on y pense quotidiennement nécessairement, mais que il suffit de discuter de ces questions-là avec un peu n'importe qui pour comprendre que cette catégorie, elle est spontanément comprise et qu'on peut tout à fait la situer. Et donc la question que je pose dans cet ouvrage, c'est qu'est-ce qu'elle est au fond cette entité dont se réclament à la fois des responsables politiques et des commentateurs publics, et dont la taille a tendance à varier au fil du temps. Et surtout, j'ajoute, d'où nous vient cette entité? D'où nous vient-elle? Donc comment l'économie française est-elle progressivement apparue comme une entité en tant que telle et comme une catégorie d'action publique, comme une catégorie d'intervention de l'État? Ce que je défends dans cet ouvrage, c'est que cette forme sociale un peu étrange qu'est l'économie française, elle constitue une invention du XXe siècle dont il est possible de retracer l'émergence et de suivre la trajectoire. On peut considérer l'économie française comme une entité immanente qui serait là de toute éternité dans le monde social. Elle est le produit d'un travail d'inscription et d'institutionnalisation et son émergence reste relativement récente et c'est là l'argument que je déploie dans le livre. Elle émerge en plus sous une sorte de double forme, d'une part en tant qu'entité collective agissante, donc quelque chose qui a sa force propre, et en même temps en tant que catégorie d'intervention de l'État, catégorie d'action publique. Alors pour point de départ, on peut prendre, avec l'aide d'un outil somme toute assez limité, hein, Google Ngram, on peut prendre comme point de départ l'évolution de l'expression dans les livres de langue française depuis le début du 19e siècle, de la présence de l'économie française dans dans cet échantillon de livres de langue française. Et on constate en effet, à partir de cette recherche, que c'est dans l'entre-deux-guerres que se diffuse progressivement cette expression. C'est au cours de cette période que des économistes, des statisticiens, des représentants patronaux et syndicaux, des responsables politiques
et aussi du personnel administratif vont lancer des enquêtes, vont interroger la consistance de cette entité et vont progressivement accumuler des preuves de son existence. Ces différentes entreprises relativement éparses vont être assemblées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de sorte que l'entité économie française va s'installer durablement dans le paysage public. Donc là, l'idée de ce graphique, c'est simplement de le prendre comme point de départ et pas du tout comme preuve absolue, puisqu'en fait, l'essentiel du travail que je mène n'est pas du tout de nature quantitative, mais plutôt qualitative, et de suivre comment cette entité a été progressivement constituée, et cette expression aussi, donc, s'est stabilisée, enfin, s'est relativement stabilisée au fil du temps. Donc, je dresse dans cet ouvrage la biographie de l'économie française, si l'on peut dire, dont la présence nous est très familière, mais qui en même temps reste assez peu questionnée. Et donc, l'objectif est bien d'en défricher les origines, de soulever les conséquences de son émergence et d'en tirer aussi quelques leçons politiques pour l'avenir. Du coup, dans cette présentation, je vais procéder en deux temps après cette introduction. Je vais tout d'abord expliciter comment j'ai construit cet objet qu'est l'économie française, comment je m'en suis saisi et comment j'ai enquêté dessus. Et puis, dans la seconde partie de l'intervention, la présentation prendra une tournure un peu plus empirique et j'effectuerai une focale sur ce moment d'émergence de cette entité qu'est l'économie française au cours de l'entre-deux-guerres. Donc, premièrement, première partie plutôt sur la construction de l'objet et sur la manière dont j'ai travaillé. Donc, plusieurs raisons m'amènent à ouvrir ce dossier de l'économie. Premièrement, étudier l'économie française comme un objet ayant une date de naissance et donc potentiellement aussi, on pourrait dire, une date de fin. Cela implique un retour réflexif sur une catégorie centrale de la modernité et c'est une première raison fondamentale pour enquêter sur son émergence. En effet, le développement de l'économie en tant que chose comme en tant que savoir est en effet tout entier associé à l'idée de progrès, à l'idée d'une sorte de direction qui serait donnée aux sociétés depuis le XVIIIe siècle. Et donc, alors c'est très difficile de représenter graphiquement l'idée de progrès. Donc, j'ai trouvé ce tableau de Robert Delaunay de l'entre-deux-guerres qui s'appelle Air, fer et eau. C'était une tentative pour faire comprendre cette idée-là. Mais donc le geste de l'ouvrage, c'est de contribuer à prendre conscience du pouvoir accordé à un phénomène naturalisé et donc à montrer par l'analyse historique et sociologique en quoi le passé est toujours agissant. Et cette raison, elle est renforcée dans le cas de l'économie dans la mesure où sa naturalité présumée, elle est souvent étendue aux mesures politiques qui l'accompagnent. Pour le dire plus explicitement, très souvent dans les discours politiques, l'état de l'économie française induirait de manière presque automatique un certain type de réformes qui sont d'ailleurs très souvent qualifiées de nécessaires. Autrement dit, la volonté politique s'étiolerait face à une puissance plus forte qu'elle, et c'est aussi l'une des raisons qui m'a conduit à vouloir travailler sur cet objet. Et donc, pour comprendre la force de ce type d'argument qu'on pourrait qualifier de réaliste, il convient de suivre l'élaboration pas à pas de cette entité et de revenir sur certaines des conjonctures historiques qui ont contribué à lui conférer sa grandeur. Seconde raison d'analyser l'entité économie française, c'est qu'elle a constitué un, sinon le lieu d'intervention privilégié de l'État depuis près d'un siècle. L'économie est en effet indissociable des politiques économiques variées qui l'ont accompagnée. Elle appartient en effet à ce type de catégorie dont l'émergence a été d'emblée pensée en vue du renouvellement des formes d'action publique et de reprise en main d'un instinct collectif. Et donc, pour le dire autrement, l'économie émerge bel et bien au cours de cette première moitié du XXe siècle comme une sorte de catégorie de l'action publique. Alors évidemment, la naissance d'un phénomène aussi large que l'économie française et ses très nombreuses conséquences ne peut résulter d'une sorte de causalité unique et j'ai donc dû opérer des choix pour me saisir de cet objet-là. Et donc mon regard, il s'est porté avant tout sur l'activité des économistes en ce qu'ils contribuent à la mise en forme du monde social. C'est un choix, mais c'est aussi un argument, puisque je montre combien les économistes ont joué un rôle de premier plan pour former cette entité, pour lui donner de la force.
Les économistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, vont en effet contribuer à mettre en forme l'économie française, à la modéliser, à distinguer ce qui en fait partie et ce qui lui est extérieur. Ils vont ainsi participer à donner à cette économie une dimension publique à travers des indicateurs, des statistiques, tout un ensemble de dispositifs et d'instruments. Et donc, je montre comment le travail d'une partie de ces économistes en France est orienté progressivement vers cet objet émergent qu'est l'économie nationale et comment ils ont contribué, ce faisant, à l'arracher à l'insignifiance. Donc là, je fais un petit point plus précis sur la sociologie des économistes qui me semble important. Cet ouvrage il dialogue avec cette littérature qui est une littérature présente en sociologie et qui est un domaine dans lequel de nombreux efforts ont été établis depuis plus d'une trentaine d'années pour caractériser très souvent les formes de différences qui structurent le champ universitaire au plus large des économistes en termes de parcours, en termes de propriété sociale, en termes d'orientation théorique et de choix politiques. Et ces travaux ont montré tout un ensemble ont produit tout un ensemble de résultats très évidents dans cette perspective et très clairs. Cela étant dit, la direction que j'ai donnée à ma recherche, elle m'oriente davantage vers d'autres travaux qui ont plus pour focale de questionner les effets des sciences économiques, c'est-à-dire la manière dont cette discipline contribue à diffuser des catégories, à faire émerger des manières de penser, à infuser des formes de raisonnement, ou pour le dire de manière un peu plus classique, à construire la réalité sociale. Et donc, je m'inscris dans ce cadre dans la lignée des recherches qui questionnent la performativité des économistes et de leurs travaux et qui montrent ce que leurs recherches, leurs dispositifs contribuent à faire exister. Cette orientation, elle a des conséquences à la fois méthodologiques et empiriques. Plutôt que de porter le regard sur le travail des économistes en premier lieu comme une activité qui serait intellectuelle, comme une activité académique n'existant que dans le monde des idées et du symbolique, j'approche au contraire l'activité des économistes en ce qu'elle façonne la réalité sociale sous bien des aspects, et donc en les approchant dans leurs pratiques très concrètes. C'est pour ça que j'ai mis cette photo d'un économiste qui travaille sur une machine qui a servi à élaborer un modèle économique très important au milieu des années 60, c'est pour aussi contribuer à ne pas surintellectualiser l'activité des économistes en quelque sorte, et pour aussi se rendre compte qu'ils sont pris dans des pratiques très concrètes et que c'est à travers ces pratiques qu'ils créent, bon, voilà, qu'ils fabriquent des instruments qui vont avoir tout un ensemble d'effets par la suite. Donc, les effets des modes de raisonnement de la science économique et le pouvoir accumulé par les économistes et leurs dispositifs sont d'une ampleur considérable. Et on peut dire que l'imaginaire politique commun, avec toute la diversité possible qu'on peut mettre derrière ça, n'est plus tout à fait le même dans des sociétés où le pouvoir de la science économique s'est si considérablement accru et où ces catégories de pensée se sont très largement implantées. Et donc l'un des objectifs de l'ouvrage est de montrer combien l'ancrage de la science économique oriente, mais aussi parfois contraint nos capacités politiques. Et c'est voilà, c'est l'une des ambitions de l'ouvrage. Je vous fais peur avec cette nouvelle slide, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que vous l'aurez compris à ce stade. Dans ce livre, je suis des acteurs scientifiques, mais aussi des acteurs administratifs, politiques, économiques, dans la découverte et dans la confirmation régulière de l'existence de cette entité qu'est l'économie française. Thomas, je te coupe une seconde, on ne voit pas les Oui, slides. On n'a pas vu les slides depuis le début de ton exposé, Si, si, notamment. moi je les vois très bien. Ah bon, alors moi je ne le vois pas sur mon. Bon, Je sais excusez-moi pas, alors. Ah, c'est moi qui ai peut-être un problème sur mon. ça fonctionne? peut-être, je sais. Moi aussi, On voit je les vois bien. bien. Ah bon, mais très Oui? bien. C'est moi qui ai un problème sur mon interface, c'est pas grave. Ok. Donc oui, je disais dans cet ouvrage, j'enquête sur des enquêteurs qui sont à la recherche de preuves de l'existence de l'économie française. Et enquêter sur des enquêteurs, c'est un trait aujourd'hui
marquée et bien connue d'une partie de la sociologie française qui s'appelle la sociologie pragmatique et qui constitue l'une des sources d'inspiration de cet ouvrage. Ce courant, plus varié que ne laisse penser le caractère un peu générique de l'expression sociologie pragmatique, a contribué à orienter le regard sur le travail critique réalisé par les acteurs sociaux en considérant qu'ils se font quotidiennement des porteurs de jugements politiques et moraux. Et l'adoption de cette perspective, elle a permis pour moi de satisfaire deux contraintes analytiques assez essentielles. Celle, je l'ai déjà dit, de suivre les économistes dans leur pratique et de suivre aussi toutes les critiques et les contestations que génèrent leurs instruments. Donc suivre un peu les économistes en action avec une focale assez proche de leur activité. Et puis un deuxième parti pris qui était de vouloir suivre le développement au long cours de cette entité, c'est-à-dire de retracer une véritable transformation historique. Et donc la perspective que j'ai adoptée, elle conduit ainsi à appréhender des changements historiques au long cours, tout en essayant le plus possible de rester à l'écoute, voilà, des contestations, grandes contestations comme plus petites critiques, et donc à déployer ce qu'on pourrait appeler une approche processuelle de l'émergence des entités sociales. C'est ce qu'on voit dans cette image, hein, je vais un peu l'expliciter. C'est l'une des très nombreuses représentations d'économie qui ont été réalisées au cours des 18e, 19e et 20e siècles, avec très souvent dans des publications scientifiques, parfois dans des journaux, cette idée d'une sorte de machinerie qui représenterait le fonctionnement d'une économie nationale. Donc l'idée n'est pas du tout de comprendre exactement ce que représente chaque élément de cette image, mais de comprendre plutôt le geste qui va être en fait d'assembler tout un ensemble de phénomènes qui étaient perçus comme relativement séparés pendant un temps et qui vont être voilà, assemblés dans l'idée d'une économie nationale qui fonctionnerait comme une totalité avec des interdépendances, avec l'idée de levier qu'on peut activer pour essayer de diriger cette entité. Alors, je regarde le temps qui passe pour savoir la partie de l'intervention que je saute et celle que je garde parce que le temps passe toujours très vite. Euh, je pense que je vais sauter cette partie-là. Hop, voilà, vous avez juste un aperçu et je vais en arriver ici. Donc, comment enquêter sur une entité émergente? L'enquête qui a permis de soutenir cet argument, elle a pris trois principales directions. La première, centrée donc sur le moment d'émergence de l'économie française, donc principalement sur l'entre-deux-guerres, a consisté tout d'abord à trouver des traces de cette conception et à essayer de suivre ces traces. Donc cela a pris des formes assez variées, tout simplement d'interroger des catalogues de publications pour y repérer des ouvrages dans lesquels l'économie française et tout un ensemble d'expressions dérivées pouvaient figurer. Évidemment, ne pas s'en tenir aux expressions, mais aller voir quels étaient les sens qui étaient attribués à ces expressions, quelles conceptions ces différentes expressions pouvaient charrier, autrement dit d'aller chercher, d'aller éplucher aussi tout un ensemble de revues d'économie de statistiques dans la même direction. Donc ça a été voilà, une direction de l'enquête. Un second pan de l'enquête a consisté à dépouiller les archives de tout un ensemble d'institutions jouant un rôle central dans la fabrication des politiques économiques et de la statistique économique, et notamment l'INSEE, une certaine direction du ministère des Finances et certaines commissions du commissariat général au plan. Donc ça, c'est plutôt pour la période post-Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et puis, enfin, je précise quand même que en fait, les archives de ces institutions, ce sont des centaines de mètres linéaires de carton, et donc il m'a fallu évidemment procéder à des choix pour pouvoir sélectionner une partie limitée de ces fonds. Et donc là, le principe de sélection que j'ai utilisé, hein, ça a été évidemment d'essayer de trouver des instances et des commissions ou des directions dans lesquelles l'idée de l'économie comme totalité était particulièrement débattue. Et donc, c'est ce principe de sélection qui m'a conduit à regarder avant tout voilà, certaines commissions assez généralistes du plan, certaines divisions de l'INSEE et une certaine division, direction de la prévision au sein du ministère des Finances. Et puis, troisième partie de l'enquête,
ça a été de réaliser plus de 80 entretiens avec des économistes, des responsables politiques et syndicaux, tout un ensemble en fait d'acteurs qui ont circulé de près ou de loin dans des instances étatiques, euh, et principalement celles que je viens précisément de mentionner. Donc voilà, j'ai présenté la démarche générale de l'ouvrage. Je vais donner un très court aperçu d'ensemble du déroulement de l'argument pour inciter, voilà, je l'espère, certains et certaines d'entre vous à s'y plonger avant d'engager la deuxième partie plus empirique de ma présentation. Donc le processus historique dont je retrace l'histoire, il a quelque chose d'un peu ironique dans la mesure où les économistes qui ont contribué à forger cette catégorie d'économie française, à définir les termes et les relations, à préciser les frontières de l'économie, ils se sont engagés dans cette entreprise en l'espoir de donner à l'État une marge de manœuvre, un pouvoir d'action et une sorte de nouveau terrain d'intervention. On peut dire qu'ils ont pleinement réussi dans cette entreprise, puisque plus personne ne conteste aujourd'hui l'idée que l'économie est un objet de gouvernement légitime et primordial. Il y a évidemment tout un ensemble de débats sur la bonne manière d'intervenir sur l'économie, et là, cet espace est entièrement ouvert et des disputes et des oppositions se font jour. Mais l'idée que l'économie est un objet d'intervention de l'État n'est absolument pas débattue en tant que telle. Mais au cours de l'entre-deux-guerres, de la planification des années 1950-1960 et des crises des années 70-80, soit les trois principales périodes sur lesquelles je m'arrête dans cet ouvrage, je montre comment cette entité qui a été inscrite dans les pratiques administratives, elle s'est vue dotée d'un pouvoir et d'une agentivité qui va venir contraindre en retour l'action de l'État. Tant que la croissance était au rendez-vous, la conception d'une économie modelée et orientée par l'État était assez tenable. Avec la survenue des crises, l'économie française est progressivement apparue comme une sorte de force souveraine, une force en tant que telle qui vient dicter à l'État et à la collectivité une direction. Et donc la structure de l'ouvrage qui est chronologique, elle est pensée précisément pour tenir la dynamique de cette transformation. Donc, dans le premier chapitre, j'inscris le geste de l'ouvrage dans les pas de différentes littératures qui ont discuté de l'émergence de l'économie française et je pose les bases, on va dire, un peu théoriques de l'ouvrage en discutant notamment de travaux qui ont eux aussi interrogé l'émergence de l'économie selon différentes modalités. Dans le second chapitre sur lequel je vais revenir dans la suite de cette présentation, j'entre dans le vif du sujet en montrant comment la question d'une totalité économique française apparaît dans l'entre-deux-guerres au confluent de différentes dynamiques scientifiques et institutionnelles. Le troisième chapitre bascule sur l'après-guerre et montre combien cette économie française, elle va gagner en consistance en l'espace de quelques années. Elle se voit alors attribuer deux propriétés essentielles, hein. Tout d'abord, elle se voit attribuer l'idée qu'elle détiendrait une forme de structure, c'est-à-dire un ensemble de relations qui unissent logiquement tout un ensemble de composantes internes. Et puis, elle se voit également dotée d'une grandeur, c'est-à-dire d'une manière de mesurer sa valeur dont on peut suivre les transformations au cours du temps. Et donc, je montre dans ce chapitre combien ce concept d'économie française va circuler très activement et va devenir pour toute une génération de hauts fonctionnaires une sorte de principe d'interprétation du monde absolument essentiel. Le quatrième chapitre et le cinquième, d'ailleurs, font entrer le lecteur, la lectrice dans la planification française. Dans le quatrième, je me focalise sur la création d'un modèle économique créé par des économistes et je suis les opérations qui vont contribuer à fabriquer ce modèle et à donner donc une forme de représentation très spécifique de l'économie française. Dans le cinquième, je montre qu'il ne suffit pas d'entrer dans ces dispositifs des économistes, mais il faut aussi en suivre la circulation, et donc je vais suivre les chiffres qui ont été produits par ce modèle dans différentes arènes, dans les commissions du plan, dans l'espace public et médiatique, dans l'espace parlementaire, et voir en fait toutes les critiques que cette construction des économistes génère. Et puis dans le dernier chapitre, je boucle la boucle en quelque sorte en montrant comment une activité centrale de l'État dans la seconde moitié du XXe siècle, la prévision économique, va se trouver transformée dans les années 70
et comment elle marque non pas la disparition de l'idée d'économie française, mais tout du moins sa perte d'importance, notamment avec un très fort renouvellement des économistes travaillant au sein des instances d'État. Donc voilà pour l'aperçu de la trame de l'ouvrage et pour la démarche générale, ce qui fait déjà pas mal d'éléments que je vous ai assénés et d'arguments contenus dans ce livre. Et je vais commencer maintenant la seconde partie de ma présentation en vous donnant un avant-goût plus empirique et en opérant une focale sur l'entre-deux-guerres et sur le moment d'émergence de cette entité. Et donc dans cette partie de l'ouvrage, je suis les traces progressivement accumulées par certains acteurs de la première moitié du XXe siècle pour démontrer l'existence de l'économie et pour en documenter la nature. Et donc je suis des acteurs qui enquêtent un petit peu sur cette économie, qui enquêtent dessus selon des postes d'observation relativement variés. Et donc, je vais distinguer voilà, différentes sources, différentes focales, différentes entreprises dans lesquelles des acteurs sont complètement engagés et qui contribuent à faire exister cette économie, en tout cas à s'interroger sur son existence. Donc, ce sont encore une fois principalement des économistes, donc on retrouvera notamment pas mal de questions de quantification et de mesure. Donc je verrai jusqu'où je vais si je fais la totalité de ce que j'avais prévu ou si j'enlève une petite partie, je verrai selon l'évolution du timing. Donc une première entreprise qu'on peut identifier au cours des années 1920-1930, hein, ce sont tout un ensemble de publications qui tentent de cadrer l'économie française sans complètement réussir à en définir la nature. Ces entreprises, elles ont en commun de tenter de cartographier la France en listant statistiquement la situation d'un grand nombre de secteurs économiques. On peut prendre pour point de départ la parution annuelle à partir de 1923 d'un numéro spécial chaque année d'une revue importante du champ des économistes qui s'appelle la Revue d'économie politique et qui va s'appeler la France économique. On peut s'arrêter sur ce titre qui est un petit peu surprenant aujourd'hui, puisque la France précède l'économie, limitée à un adjectif, et qui n'est pas encore constituée comme une entité en tant que telle. Et donc, dans ces numéros, on peut trouver voilà, tout un ensemble d'analyses sur des domaines assez variés, le mouvement des prix et des salaires, les échanges intérieurs, tout un ensemble de secteurs d'activité appelés à évoluer d'année en année. Et donc, on trouve notamment hein, cette citation que j'ai identifiée, que j'ai mise sur la slide, hein. L'étude de la France économique en 1926 apporte la démonstration à la fois de l'unité et de la variété de la vie économique. Unité, puisque tout l'ensemble s'est trouvé à quelques degrés emporté dans les mêmes mouvements généraux de flux et de reflux, mais aussi variété, puisque, suivant les branches et les catégories d'activité, les fluctuations de la monnaie et du change se répercutaient avec une intensité et une rapidité fort inégales. Pour être exact, la théorie économique doit donc se garder également d'un morcellement arbitraire qui oublierait que les phénomènes économiques sont en tout fortement liés. Et donc c'est cette idée hein, sur laquelle j'insiste et que je voudrais que vous compreniez bien, c'est cette idée de tout fortement lié qui est en train en fait d'apparaître à l'échelle nationale et qui va gagner en consistance progressivement au cours de cette période. On retrouve dans d'autres publications, et notamment un ensemble de publications appelées Tableau de l'économie française, élaboré au sein d'un institut d'expertise économique qui a été fraîchement créé à cette époque, une autre entreprise un peu du même acabit, et qui sont réalisées par un économiste qui s'appelle Charles Rist, et qui dirige cet institut. C'est un économiste qui est à la fois reconnu à l'université, mais aussi par les instances de pouvoir, on peut dire, parce qu'il est à la fois professeur à la faculté de droit de Paris, mais il est aussi sous-gouverneur de la Banque de France à partir de 1926. Et donc, dans ces tableaux qui sont amenés à circuler, hein, et qui sont qualifiés de chef-d'œuvre par Lucien Febvre dans le commentaire qu'il y consacre dans les Annales, on retrouve encore une fois des coupes sectorielles qui présentent des résultats à la fois chiffrés et graphiques. Et donc, les commentaires qui accompagnent cette documentation statistique, ils sont relativement limités, de telle sorte que si cette documentation représente l'économie,
celle-ci ne se donne pas à voir sous la forme d'une totalité qui serait résumable à un seul chiffre, mais plutôt à une sorte d'accumulation de phénomènes et de secteurs d'activité collés les uns aux autres. Et donc ces tentatives d'économistes pour cartographier les secteurs d'activité en France, ils s'inscrivent dans un ensemble d'expérimentations destinées à catégoriser l'activité économique par branche, par groupement professionnel ou par secteur. Mais ces efforts, entrepris pour documenter et quantifier l'économie française, se heurtent encore à de nombreuses difficultés, à la fois institutionnelles, sociales et cognitives. Et donc, cette idée de totalité économique reste relativement peu présente et encore balbutiante. Parallèlement à ces tentatives cartographiques, on peut identifier un autre ensemble de travaux qui portent sur le cycle des affaires et sur la dynamique du développement historique, du développement économique, pardon. Ces travaux, ils résultent de l'émergence dans la seconde moitié du 19e d'une importante pensée économique sur les cycles. Et donc, on trouve là encore, bah, vous voyez encore des tableaux un peu étranges, mais pas si compliqués que ça, dans lesquels on tente de comprendre les liens qui existent dans la fluctuation de tout un ensemble de phénomènes. Et donc là, c'est un tableau d'un économiste qui s'appelle Alfred de Fauville à la fin du 19e, dans lequel il essaye, vous le voyez selon le contraste qui est visible sur l'image, de comprendre pourquoi il y aurait une sorte de solidarité qui unirait tout un ensemble de phénomènes les uns avec les autres. Et donc on peut dire que le tableau essaye de comprendre quelque chose comme qui est un peu de l'ordre de la croissance ou de la récession, même cette idée n'était pas encore complètement présente. Et c'est cette idée-là que je veux encore une fois que vous compreniez bien qui est en train de prendre de l'importance. Et donc, au cours de la première moitié du XXe siècle, l'attention croissante accordée aux fluctuations économiques va se poursuivre et se renforcer. Elle n'a pas qu'un intérêt théorique universitaire, on la retrouve aussi dans des tentatives institutionnelles, et notamment voilà, des créations de commissions, notamment juste avant la Première Guerre mondiale, qui vont être chargées d'étudier les manières d'atténuer le chômage, par exemple, qui résultent de crises économiques périodiques et qui vont être dédiés à suivre ou à identifier des manières voilà, d'atténuer ces fluctuations et de les anticiper. Ces différents travaux sur les cycles, ils s'en tiennent cependant principalement à lister les causes des crises sans proposer encore de réflexion véritable sur les moyens politiques susceptibles d'enrayer leur survenue. Et il porte en outre sur des cycles d'activité issus pour l'essentiel du secteur privé et laisse donc de côté une dimension centrale pour établir l'économie française comme une entité propre, le revenu national, qui va lui prendre une importance absolument centrale. Je vous demande un petit peu combien de temps il me reste pour savoir si j'amorce la conclusion ou si je poursuis encore un peu. Je te propose de poursuivre encore un petit peu, Thomas. D'accord? On a le temps, il est 14h42, donc on a encore un petit peu de temps pour écouter ce développement. Donc, troisième enquête sur l'existence de l'économie française, la plus évidente peut-être, elle porte sur le revenu national, sur sa mesure et sur sa composition. Donc, on sait les premières tentatives d'estimation du revenu national, elles remontent il y a un bon moment au XVIIe siècle. Elles sont le plus souvent inscrites dans des projets de réforme fiscale. Et, euh, et ces estimations, elles ne vont pas cesser de croître par la suite. Avant la fin de la Première Guerre mondiale, on comptait 13 pays qui avaient établi de telles estimations. En France, ces estimations, elles sont centrées essentiellement au départ sur le patrimoine privé et elles ne bénéficient pas d'appui institutionnel solide. L'idée d'associer à ces estimations du revenu national une sorte de comptabilité inspirée de celle des entreprises, qui se développe un peu partout dans le monde, elle va prendre forme en France au tournant des années 40, avec les travaux d'un économiste qui est un adjoint d'un autre économiste important qui s'appelle Alfred Sauvy, et qui est un ingénieur de formation, qui est en partie autodidacte, qui se forme à l'économie tout en travaillant plusieurs années dans une grande entreprise industrielle. Et donc, il va développer l'idée de comptabilité nationale, c'est-à-dire d'un ensemble, hein, je cite,
de méthodes ayant pour but l'application des principes de la comptabilité à l'économie nationale considérée comme un tout. C'est encore une fois cette idée qui m'intéresse. Donc, il s'appuie sur son expérience du planning industriel pour extrapoler les principes de la comptabilité privée à l'économie nationale et il va insister tout particulièrement sur l'idée d'interdépendance des phénomènes économiques. Donc, je cite, hein, il dit l'organisation économique d'une nation doit tenir compte de tous les aspects des phénomènes économiques, non seulement en eux-mêmes, mais dans leur rapport mutuel. Cette réflexion sur une organisation d'ensemble de l'économie nationale transforme, selon cet ingénieur toujours, nos idées traditionnelles sur les fonctions de l'État. Selon lui, l'importance de l'interdépendance interne de l'entité économie n'a pas encore été suffisamment soulignée et il entend donc contribuer à lui donner une forme d'existence publique. Il dit, je cite, hein, il est vraisemblable que les progrès de la science économique vont se trouver stimulés par l'organisation même de l'économie nationale, et par suite, on peut admettre que l'économie dirigée tendra à devenir à proprement parler une économie consciente. Donc on voit là encore l'idée que voilà, cette économie n'est pas encore complètement découverte, mais que certains œuvrent à la faire exister. Donc on passe à travers ces travaux on passe de l'idée de revenu national à celle de comptabilité nationale, c'est-à-dire à une approche qui essaye de lier tout un ensemble de choses relativement séparées et qui vont constituer l'économie française et qui va progressivement gagner en publicité et en reconnaissance publique. Et puis, dernière dynamique de cette période, hein, sur laquelle j'insisterai avant de conclure, c'est tout un ensemble de réflexions, une sorte de nébuleuse de réflexion économique qu'on peut résumer sous le terme de planisme. Il s'agit de réflexions autour du rôle de l'État et de son intervention en matière économique qui émergent à cette époque dans des cercles de réflexion, dans des revues, dans des collectifs, et notamment des collectifs d'ingénieurs et de hauts fonctionnaires. L'État se structure à cette époque de l'entre-deux-guerres institutionnellement sur ces questions. On voit apparaître en 1936 le premier véritable ministère de l'économie nationale. Et ils s'inscrivent aussi dans une sorte de dynamique transnationale d'intérêt et d'interrogation autour de la planification économique. En France, cette idée de plan, elle émerge notamment après la crise de 1929 dans des tentatives de reprise en main de l'économie. Et elles sont portées par des voies assez éloignées les unes des autres dans l'espace politique. Et donc l'une des caractéristiques de ce planisme qui m'intéresse moi particulièrement ici, hein, c'est dans l'idée et dans l'affirmation d'une sorte de volonté politique coordonnée en matière économique. Et donc dans une intervention en 1935 consacrée au planisme, hein, un polytechnicien qui fait partie du premier véritable ministère de l'économie nationale créé sous le gouvernement du Front populaire, qui s'appelle Jacques Branger, s'interroge ainsi, qu'est-ce qu'un plan? Dire ce que l'on veut, c'est exposer un programme. Dire ce que l'on peut, c'est dresser un plan. Le programme esquisse des désirs, alors que le plan précise une volonté et une possibilité d'action. Et donc on voit dans ces écrits combien l'idée de cohérence, l'idée d'interdépendance entre des éléments qui se répondent les uns aux autres va être très largement mise en avant. Ces planistes, ces économistes, ils revendiquent aussi la nécessité de créer des organes nécessaires à la prévision économique, à la statistique, à la documentation, et donc ils appellent de leur vœu la formation d'instituts de plus en plus fournis, développant des statistiques et des données. L'un de ces plans, c'est celui que j'ai mis dans la slide, c'est le plan du 9 juillet, qui est rédigé en majeure partie par des ingénieurs et des hauts fonctionnaires, et dont notamment ce fameux Jacques Branger, et qui se présente comme une sorte de réponse à ce que ces hauts fonctionnaires perçoivent comme des menaces de guerre civile à l'époque. Et donc, il opère voilà, toute une critique du libéralisme, et il souhaite au contraire que l'État reprenne la main sur l'économie, en appelant encore une fois au développement des savoirs économiques et statistiques. Alors, l'une des manières envisagées pour améliorer la situation économique, c'est pour ces auteurs d'étendre la colonisation française en Afrique, ce qui conduirait, selon eux, à déplacer les conflits européens. Il s'agit, je cite, hein, de proposer aux jeunes Français une tâche commune à remplir, la création d'un monde nouveau,
de manière à détourner les peuples de l'Europe de leurs querelles de frontières et à remplacer les industries de guerre par des industries de colonisation. Donc on voit comment dans ces écrits, hein, l'extension territoriale, la domination coloniale sont considérés comme des moyens à la fois disponibles et légitimes pour résoudre des conflits politiques et pour favoriser la prospérité économique. Donc ces différents travaux sur le planisme et sur l'économie dirigée, ils invoquent ainsi, quoique de manière encore floue et sans nécessairement avoir besoin de la définir, une sorte d'économie sur laquelle l'espoir d'une reprise en main politique se fonde. Ils avancent surtout l'idée d'une sorte d'action coordonnée sur le domaine économique, d'une politique économique qui ne dit pas encore complètement son nom. Donc après cet aperçu des débats de l'entre-deux-guerres, je vais conclure. Ces nombreux efforts sur lesquels j'ai insisté, qui étaient relativement éparpillés pendant cette période, ils vont se rejoindre et se renforcer à la sortie de la guerre pour provoquer un véritable saut incrémental dans l'émergence de cette économie et dans sa reconnaissance publique. On voit alors s'esquisser un jeu à trois termes, à l'émergence de l'économie française comme catégorie d'intervention, on répond à la formation d'une sous-discipline de l'économie dédiée à son étude, ce qu'on appelle couramment la macroéconomie, et puis celle d'une action gouvernementale focalisée sur ce domaine d'objectivité précis qu'est l'économie française, la politique économique. Et donc, dans la suite de l'ouvrage, j'analyse précisément comment l'économie française devient un nouveau domaine d'objectivité associé à l'espace national, comment elle est promue sur la scène publique et comment la direction qu'elle doit prendre va mobiliser toute l'attention politique. Un nouveau champ d'expérience politique est désormais ouvert, qui place cette entité avec ses institutions, ses porte-paroles, ses économistes, mais aussi ses catégories d'entendement, au cœur du débat politique. Or, cette émergence, elle a des conséquences de tout premier ordre en ce milieu de siècle. Elle a pour effet tout d'abord de déplacer l'image de l'ordre international et des relations entre pays. Les économies nationales, puisque c'est un phénomène très largement transnational et qui n'a pas lieu qu'en France, redessinent un nouvel espace de croissance qui, dans un contexte de décolonisation progressive, est circonscrit à un territoire national certes fini, mais aux possibilités d'expansion supposément infinies. Et donc cette émergence de l'économie française, elle favorise l'apparition d'une autre conception de l'action publique qui va s'orienter explicitement vers la recherche de la croissance économique. D'où un paradoxe central de l'émergence de l'économie française sur lequel je conclurai. Euh, Cette économie, elle est, via l'action des économistes, via le développement des statistiques, des dispositifs d'objectivation, elle est un produit de l'État. Mais elle se construit simultanément comme un domaine d'intervention privilégié de l'État. On peut voir dans ce paradoxe une sorte d'institutionnalisation réussie, aboutie de l'économie, si, comme l'affirmait Bourdieu, toute institution qui réussit à s'imposer implique l'oubli de sa genèse. L'État, en quelque sorte, peut être considéré comme une entité entièrement extérieure et hétérogène à l'économie, qui peut parfois y intervenir, de même que la dynamique de l'économie est vue comme un processus spontané, résultat de sa seule composition interne. L'apparition de l'économie française offre ainsi à l'État une nouvelle manière de se représenter. On assiste ainsi, en l'espace de quelques décennies, à un mouvement concourant à créer une sorte d'alter ego à l'État, un alter ego à mesurer, mais aussi, et je terminerai là-dessus, contre lequel se mesurer. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.